6 ans après l'indemnisation des victimes des pillages du lundi noir 2009, elle reste toujours dans les tiroirs. Les grandes entreprises étrangères par contre ont déjà reçu leur dédommagement, d'après les opérateurs économiques locaux. « 24 heures après la formation du gouvernement, les réactions fusent. Les mouvances et partis politiques sont déçus des modalités des nominations, depuis celle du Premier ministre jusqu'à celle du nouvel exécutif. 10 personnes comparaissent à partir de ce lundi à Bordeaux dans le procès attendu de l'affaire Bettencourt. Parmi elles figure l'ancien gestionnaire de la fortune de la vieille dame, Patrice Demestre, et l'ex-ministre du MP, Éric Verf. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. Mutisme total de la Haute Cour constitutionnelle face à la transgression alléguée de la Constitution. Le groupe Ambudvoun dénonce la transgression des articles 54 et 72 dans la nomination du Premier ministre Jean Ravel-Narivou. Le président Razon Armapian lui souligne que le débat n'a pas lieu d'être. Ernestine Arapachi. L'argument du HVM ne tient pas debout. Aucun article de la Constitution ne précise la collecte des signatures des députés dans la constitution de la majorité à l'Assemblée nationale. Malgré la contestation du groupe d'Ambudvoun, le débat n'a pas eu lieu d'être d'après le locataire d'Ambudzuata hier. La formation du gouvernement n'a pas attendu la saisine de la Haute Cour constitutionnelle. L'article 54, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Je pense que si on parle d'interprétation, certains disent, mais ils font leur interprétation. Mais je pense que l'article 54 est tellement clair qu'il ne devrait pas souffrir d'interprétation. Lorsqu'on parle de majorité, oui, dans ce monde, on parle de majorité qui n'est pas du 50% plus 1. C'est à Madagascar uniquement qu'on parle de majorité relative. Alors qu'il est tout à fait évident que lorsqu'on parle de majorité, c'est une majorité absolue. Comment voulez-vous assurer une stabilité dans le cadre d'une majorité relative? Dans son avis, en date du 17 février 2014, portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle précise que la nomination du Premier ministre revient aux partis ou groupes de partis légalement constitués lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives. Ce n'est pas une affaire de l'Assemblée nationale ni de députés, précise la HCC dans ses considérations. C'est pour cela, explique-t-elle, qu'il n'est pas précisé de majorité absolue ni de relative dans la Constitution. Le président Razon Armapian confond-il la liste de députés avec parti ou groupe de partis? Les demandes d'audience auprès de la présidence déposées par Anjratswel n'ont pas eu de réponse à ce jour. Interrogé sur ce sujet, le président Razon Armapian précise que c'est le groupe d'Ambudvoun qui a manqué au rendez-vous. Absolument, mais je peux vous dire que ce semblant d'alliance ne constitue pas une majorité absolue. Non, c'est faux. Je ne veux pas épiloguer sur cet aspect-là. Nous sommes là pour positiver les choses. Si le rendez-vous a été manqué, c'est parce que moi j'étais déjà dans la nomination du Premier ministre. C'était fait. Le rendez-vous était venu après. Ou au moment où j'ai fait la nomination. 12 mois après l'investiture du président Razon Armapian, la Haute Cour de justice n'est pas encore mise en place. Une autre transgression de l'article 192 de la Constitution. Jusqu'à quand la Haute Cour constitutionnelle observera-t-elle le silence?
Formation du gouvernement Ravelnariv où les ministères clés sont entre les mains des barons du parti HVM. Le ministre Rivra Koudvao est non moins président national du parti présidentiel, est à la tête du ministère chargé des projets présidentiels. Ce département vient s'ajouter aux infrastructures, équipements et aménagements du territoire. Ulrika Njetin, lui, un autre membre du bureau HVM, dirige le ministère du Transport et Tourisme. Et sachez que le tourisme est désormais rattaché au ministère du Transport. Reportage. Après les résultats jugés catastrophiques du gouvernement Kohl-Roger, l'opinion publique s'attendait à un zéro redoublement. La réalité est autrement. 22 sur les 30 ministres sont reconduits ou recasés. Le parti HVM est fortement représenté, à part les infrastructures, l'équipement et l'aménagement du territoire. Un autre département, dit projet présidentiel, s'ajoute aux responsabilités du ministre Rivra Koudvao. À travers cette réorganisation, le président Radzonar Mapian confie ses priorités à ses amis de longue date. La révision à la hausse du portefeuille de ce ministère serait prévisible dans la loi des finances rectificative 2015. Un autre changement, le ministère du Tourisme est désormais rattaché au ministère du Transport. Ulrika Njetin, un autre membre du bureau national du HVM, se trouve à la tête de ce super ministère. Figurant parmi les secteurs clés de la relance économique, le tourisme et le transport seront dotés d'une stratégie complémentaire. Des stratégies qui assureraient la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres d'ici 2018. Le ministère auprès de la présidence, chargé des ressources stratégiques par contre, a été divisé en 2 ministères. Le ministre Valérien Lalarsagne ne dirige plus que les départements mines et pétrole. Quant à l'hydrocarbure, il est désormais rattaché au ministère de l'Énergie, conduit par Horace Cassien. Rien qu'au niveau dénomination, pétrole et hydrocarbures créent un certain amalgame. Et toujours dans cette page politique, 24 heures après la formation du gouvernement, les réactions fusent. Les mouvances et partis politiques sont déçus des modalités des nominations, depuis celle du Premier ministre jusqu'à celle du nouvel exécutif. Le MAPAR lui précise qu'il n'espère rien du nouveau gouvernement. La transgression de la Constitution aura certainement des répercussions sur le déblocage des financements, d'après l'avocat Willy Razafzatou. Gaëtan Gislav. Rien n'a changé, aucun changement tangible ne peut être espéré au vu de la composition du nouveau gouvernement d'après la formation politique MAPAR de l'ancien président de la transition Andrzej. Le député Nev Raoudine précise ne pas encore se positionner dans le camp de l'opposition. Toutefois, il n'émettra pas de réserve en cas de faux pas du régime. Il dénoncera tout ce qui ne va pas. L'avocat Willy Razafzatou met en exergue les transgressions de la Constitution. Selon lui, les bailleurs réfléchiront à 2 fois avant de débloquer les financements. La mise en place d'un état de droit et de la bonne gouvernance étant 2 critères primordiaux pour l'approbation des aides financières. 24 heures après la constitution du gouvernement Jean Ravelnariv, les cérémonies de passation de service s'enchaînent. Tsouas Eleonore a passé le flambeau à la ministre Untina Rial. Ce jour, la passation du ministre entrant, Henri Rabessaal, et du ministre sortant, Narsan Rafid Manana du Commerce, a également eu lieu aujourd'hui. Et voilà, sur le plan diplomatique, les ambassadeurs Yang Min de Chine, Gerd Gröbler de l'Afrique du Sud et Akhmetov Stanislav de la Russie ont rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Jean Ravelnariv au palais de Mazariv ce jour. Aucune déclaration politique n'a été évoquée. La réhabilitation des routes et des grandes infrastructures aéroportuaires ont été les points développés lors de cette rencontre. L'ambassadeur de la Chine et le Premier ministre se sont accordés pour mettre en exécution le projet à partir de jeudi prochain. Écoutez les explications. Ça, c'est sûr. Chaque année, nous accordons les dons au gouvernement malgache. Et en même temps, j'ai dit tout à l'heure au Premier ministre que notre gouvernement est disponible à fournir des crédits concessionnaires au gouvernement malgache pour les infrastructures.
6 ans après, l'indemnisation des victimes des pillages du lundi noir 2009 reste toujours dans les tiroirs. Les grandes entreprises étrangères, par contre, ont déjà reçu leur dédommagement d'après les opérateurs économiques locaux. 6% des boutiques pillées le 26 janvier 2009 ont rouvert leurs portes. Olivier Schnial. 450 opérateurs économiques ont été victimes de pillages le 26 janvier 2009. Leurs pertes sont estimées à 39 milliards d'ariars à l'époque. Et ces événements tragiques semblent être dans l'oubli. Les promesses de l'État sur le dédommagement des victimes restent dans les tiroirs. Les négociations menées par l'Association des opérateurs victimes du lundi noir après des autorités étatiques n'ont abouti jusqu'à aujourd'hui. Il est pourtant difficile de redresser les dégâts économiques, confie Eranev, opérateur économique. Sur 5 magasins pillés, un continue à reprendre ses activités. Le dossier Tico, l'empire de l'ancien chef d'État Ravalomanan, est resté dans les tiroirs. Aucune information sur sa réouverture n'a été communiquée par le ministère de l'Industrie à ce jour. Plus de 3000 salariés ont perdu leur emploi le 26 janvier 2009. Mac Alphonse, membre du FFM, précise que par les dialogues, la compensation des victimes des crises entre également dans le cadre de la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale. Si les opérateurs économiques locaux n'ont rien reçu de l'État jusqu'à ce jour, les dédommagements des entreprises étrangères ont été déjà effectués. 6 ans après les événements du 26 janvier 2009, les victimes locales attendent toujours la prise de conscience de l'État. Et on passe aux actualités internationales. On vous le disait en titre, le procès de l'affaire Bettencourt s'est ouvert ce lundi au palais de justice de Bordeaux. 5 semaines durant, 10 personnes soupçonnées d'avoir profité de la vulnérabilité de la richissime héritière de L'Oréal pour lui soutirer de l'argent doivent être jugées. L'audience a été suspendue ce lundi matin, peu de temps après son ouverture pour une question de procédure, mais elle reprendra demain matin. France 24. Une décontraction étonnante, comme s'il s'agissait d'une simple visite de courtoisie. François-Marie Bagné arrive au procès Bettencourt, souriant, limite narquois. Lui, le photographe mondain, amusé d'être la cible des photographes. Pour la famille Bettencourt, pour qui le préjudice s'élève à des centaines de millions d'euros, François-Marie Bagné reste la cible privilégiée. Pas tellement pour l'argent, surtout par la façon dont il a su, un peu à l'image de certains gourous, comme un prédateur. On a vu que cet homme avait réussi à diviser la famille. En 2007, Liliane Bettencourt est en froid avec sa fille Françoise Meyers. Mais cette dernière s'inquiète. Dans sa propriété de Neuilly, la milliardaire est très entourée. Trop peut-être. Sa fortune, la 5e du monde, fait des envieux. Et son état de santé défaillant la rend vulnérable. 8 ans plus tard, à Bordeaux, Françoise Meyers assiste à un défilé de prévenus qui font profil bas. Patrice Demestre gérait la fortune de la milliardaire. Éric Woerth, ancien ministre, est lui poursuivi pour recel d'une somme que lui aurait remise Patrice Demestre. La position de M. Woerth est connue depuis des années. Nous allons l'exposer au tribunal le moment venu. Poursuivi également pour abus de faiblesse, un avocat, 2 notaires, un entrepreneur dans l'audiovisuel. Quant à l'ex-infirmier de Liliane Bettencourt, le procureur annonce à l'audience qu'il a tenté hier de se suicider. Aujourd'hui, la mère et la fille sont réconciliées. Quant au volet politique, il s'est dégonflé, entendu ici même par 2 fois. Nicolas Sarkozy, qui avait été mis en examen, a bénéficié d'un non-lieu. Quant aux avocats de la défense, ils demandent le report du procès. Alors le tribunal s'est donné jusqu'à demain matin pour leur apporter une réponse. Dans le reste de l'actualité internationale, Barack Obama et le Premier ministre indien Narendra Modi ont affiché une étroite complicité hier à New Delhi, mettant en avant une avancée dans la coopération sur le nucléaire civil au début d'une visite de 3 jours du président américain en Inde. Ce lundi, Barack Obama a été l'invité d'honneur du défilé de la fête nationale, ce que n'avait jamais fait aucun président américain. C'est un reportage de France 24. La cavalerie indienne
des chars militaires ou encore la garde montée de la police des frontières à dos de chameau. L'Inde a célébré ce lundi le Republic Day lors d'un défilé haut en couleurs, sous le regard du Premier ministre indien Narendra Modi et du président américain Barack Obama. Une présence symbolique qui marque un tournant dans les échanges entre l'Inde et les États-Unis. Ces dernières années, les relations entre les deux pays ont été ponctuées de querelles diplomatiques. Une complicité nouvelle, saluée par le président indien dès l'arrivée de Barack Obama dimanche. C'est le premier président américain à assister à nos célébrations du Republic Day comme invité d'honneur. C'est le premier aussi à être venu 2 fois en Inde. De son côté, Barack Obama s'est félicité de la relance d'une coopération sur le nucléaire civil, bloquée depuis 6 ans. Aujourd'hui, nous avons trouvé un accord sur 2 questions qui montrent notre capacité à développer une coopération sur le nucléaire civil et nous nous engageons à l'appliquer totalement. C'est une étape importante qui montre que nous pouvons travailler ensemble pour améliorer nos relations. Le renforcement des relations économiques, l'enjeu central de ces 3 jours de visite. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont presque quintuplé depuis 2000 pour atteindre aujourd'hui 100 milliards de dollars par an. Objectif affiché par Washington, multiplier ce chiffre par 5 au cours des années à venir. Et en bref, le chanteur Demis Roussos est mort dans la nuit de samedi 24 au dimanche 25 janvier dans un hôpital privé d'Athènes en Grèce. Ancien membre du groupe de rock progressif Aphrodite Child, actif de la fin des années 1960 à 1971, avec une voix particulièrement reconnaissable par son timbre et sa puissance, il était âgé de 68 ans. Un petit rappel des points développés dans ce journal avant de nous quitter. Mutisme total de la Haute Cour constitutionnelle face à la transgression alléguée de la Constitution. Le groupe Ambudvund dénonce la transgression des articles 54 et 72 dans la nomination du Premier ministre Jean Ravelnariou. Le président Razan Armapian lui souligne que le débat n'a pas lieu d'être. 24 heures toujours après la formation du gouvernement, les réactions fusent. Les mouvances et partis politiques sont déçus des modalités des nominations, depuis celle du Premier ministre jusqu'à celle du nouvel exécutif. Le MAPAR lui précise qu'il n'espère rien du nouveau gouvernement. Et enfin, 6 ans après l'indemnisation des victimes des pillages du lundi noir 2009, ça reste toujours dans les tiroirs. Les grandes entreprises étrangères, par contre, ont déjà reçu leur dédommagement d'après les opérateurs économiques locaux. 6% des boutiques pillées le 26 janvier 2009 ont rouvert leurs portes. Visitez notre site tv.cool.mg pour revoir ce journal dans son intégralité. Mais voilà, dans un instant, ne ratez pas la série Perception ainsi que des films Iceman et Venom. Voilà donc pour ce point de l'actualité. On se retrouve demain à la même heure sur Cool TV. Merci de votre fidélité. Au revoir.